Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, la dernière ligne droite des débats de l'été, on est ensemble jusqu'à 13h avec Maxime Trouleau qui nous a rejoint. Bonjour mon cher Maxime. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, effectivement, Rémi André nous le précisait à l'instant, vigilance au risque incendie. C'est le retour des incendies en France depuis ce week-end, notamment dans les Pyrénées-Orientales, du côté de l'Hérault, avec 2 premiers incendies importants qui ont été maîtrisés. Hier matin, un nouveau départ de feu ce matin au nord de Perpignan. On va en parler de ces incendies tout à l'heure, Maxime. Oui, on va même parler, Benjamin, de l'après-incendie. Comment on gère un après-incendie? Est-ce qu'on va reboiser tout de suite? Qui est concerné? Ça sera le débat tout à l'heure aux alentours de 12h15. Mais d'abord, on accueille notre tout premier invité. Les débats de l'été Sud Radio. Et c'est un peu David contre Goliath. On parle ce midi d'un combat, celui d'une association, d'un collectif qui s'oppose à l'implantation d'une ligne très haute tension entre la France et l'Espagne, un projet titanesque. Oui, Benjamin, on se rend ce midi dans les Landes où RTE, un réseau de transport d'électricité, a été chargé d'immerger mais aussi d'enterrer sur plusieurs kilomètres une ligne à très haute tension. Problème, cette ligne électrique, c'est 400 000 volts. Les habitants craignent pour leur santé, mais aussi pour l'environnement. Bonne nouvelle tout de même pour les associations. La justice vient de mettre les travaux en pause. La raison, le manque de garantie sur la protection de la faune marine. Bonjour Marie Darzac. Bonjour, et merci de nous accueillir. Avec plaisir, on vous accueille bien évidemment sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de ce collectif Stop THT 40. Cette décision du tribunal de la justice, c'est une première victoire pour vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis présidente de Landes Aquitaine Environnement, puisque le collectif Stop THT 40 n'a pas d'entité juridique, et pour pouvoir porter les recours et toutes les actions en justice, nous avons dû créer cette association. Voilà. Tout à fait. Donc, bien sûr que nous nous réjouissons. Je pense qu'il faut se réjouir d'une judiciarisation, des atteintes à l'environnement, parce que tout n'est plus permis. C'est un peu le message qui est envoyé. On peut pas continuer à sacrifier la biodiversité sous prétexte de développement durable. Je crois que c'est vraiment le message qui passe. Il faut arrêter d'opposer le développement et l'environnement, qui sont absolument pas antinomiques, mais qui peuvent être compatibles. Nous, on part du principe que nous ne nous opposons absolument pas à ce projet, donc développer, oui. Par contre, nous nous opposons au tracé, qui est un tracé extrêmement impactant, et on prétend que RTE n'a pas fait le bon choix. Et nous ne sommes pas les seuls. Juste en quelques mots, Marie Darzac, comment la justice finalement a motivé cette décision et cet arrêt des travaux? Il concerne quoi précisément? Et est-ce qu'on est sur l'arrêt des travaux à long terme, à moyen terme, à court terme? C'est quoi la suite là? Alors, il faut bien comprendre que nous sommes sur une procédure qui est relativement rare, mais qui est prévue dans le Code de l'environnement. C'est-à-dire que nous, dans un premier temps, avec Sea Shepherd France et Défense des milieux aquatiques, nous avons déposé une plainte le 29 juillet, donc au parquet de Bayonne. À la suite de cette plainte, monsieur le procureur a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le but de cette enquête, c'est d'essayer d'établir les responsabilités pénales de RTE dans l'utilisation potentiellement, on va dire, infractionnelle de ces sonars. Et c'est le procureur qui, durant cette enquête préliminaire, a saisi le juge des libertés et de la détention, donc toujours au tribunal judiciaire de Bayonne, bien sûr, pour voir ordonner des mesures utiles pour faire interrompre en urgence toutes les atteintes à l'environnement. Parce que ces atteintes à l'environnement, nous on estime qu'elles sont de taille, puisqu'il y a actuellement 17 espèces de mammifères qui sont dans cet espace marin qui risque d'être menacé par une pollution sonore importante. Et c'est ce que nous avons obtenu. C'est-à-dire que le juge a prononcé l'arrêt immédiat des travaux. Donc on était sur une procédure d'urgence. Oui. Et il a également exigé une véritable étude d'impact, puisqu'il n'y en a pas en ce qui concerne les travaux de bathymétrie. Et il a également imposé les mesures habituelles. Et ce sont des mesures qui sont respectées sur la partie espagnole. Donc RTE les connaît très très bien. C'est-à-dire une surveillance accrue de la présence ou pas de mammifères, des démarrages progressifs
pour ne pas perturber justement cette faune marine, parce que les impacts des ondes sur les mammifères sont loin d'être anodins. Alors, est-ce que Marie Darzac, pardon, je vous coupe, est-ce qu'on pourrait trouver, pourquoi pas, un compromis? Est-ce qu'il y aurait une alternative? Mais c'est là le problème, si vous voulez, c'est que nous ne serions pas là aujourd'hui et tous les effets délétères de ce chantier pourraient être évités si l'État, donc RTE, avait suivi l'avis du Conseil national de protection de la nature, qui est une instance scientifique et technique, qui s'oppose à ce tracé qu'elle trouve extrêmement impactant et qui demande à RTE d'utiliser un tracé totalement terrestre le long de l'autoroute A63, c'est-à-dire sur des terres dégradées. Donc là, finalement, on se rend compte que l'État s'octroie le droit d'aller à l'encontre de toutes les réglementations environnementales, ce qui nous contraint, nous, à saisir la justice pour qu'on puisse leur imposer de respecter les engagements qu'ils ont pris et surtout les obligations. C'est quand même pas tout à fait normal. Je veux dire, bafouer le seul avis qui émane d'une instance scientifique dans ce dossier, en ce qui concerne RTE, c'est renoncer à protéger la biodiversité. Est-ce que vous avez eu des discussions tout simplement avec RTE? Ça fait 2 ans et demi que nous tentons d'obtenir au moins une réunion avec l'intégralité des maires concernés et RTE. Ça nous a toujours été refusé. RTE impose et malheureusement, les préfectures ne sont que des chambres d'enregistrement. C'est ça la difficulté. Alors, la raison invoquée pour ne pas, comment dirais-je, voir essayer d'étudier cette solution alternative, est que ça va beaucoup plus vite de dérouler des câbles dans l'océan que de faire des tranchées sur Terre. Mais d'un autre côté, c'est un tracé qui est plus long, qui est plus cher et qui est beaucoup plus impactant pour gagner du temps. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, d'autant plus que ce temps soi-disant gagné, qui n'est même pas prouvé, lorsqu'il y aura une avarie, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué d'aller réparer un câble dans l'océan et beaucoup plus frayeux que de réparer un câble dans une tranchée à 1 mètre de profondeur. Alors même si ce n'est pas cohérent. Ouais, même si vous n'avez pas de discussion directe avec RTE de son côté s'exprime, dit notamment qu'il n'y a aucun risque sanitaire, notamment sur l'être humain, puisqu'une partie de ce réseau va donc être enterrée sous terre. Il n'y a pas d'études pour l'instant qui démontrent des risques sur la santé. Est-ce que finalement, RTE n'est pas tout simplement dans son droit? En tout cas, c'est ce que fait penser le réseau des transports d'électricité de France. Ah mais ils sont, pour eux, de toute façon, tout leur est dû. C'est un bulldozer qui arrive et qui vous piétine. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. RTE a dit que. C'est-à-dire que RTE dit il n'y a aucun danger. Mais par contre, RTE refuse de faire une étude d'impact santé publique. Nous l'avons demandé au ministère de la Santé. Nous n'avons jamais eu de réponse. Ça fait 1 an et demi que nous attendons. RTE dit il n'y a aucune étude qui prouve que. Mais oui, ils ont raison. Il n'y a aucune étude. Point. Donc à partir du moment où vous ne faites pas d'études, vous ne faites pas d'analyse, il va de soi que personne ne peut prouver qu'effectivement il y a un danger. Puisqu'on est sur une ligne expérimentale, le courant continue, enterré en zone urbaine à 1 mètre de profondeur, c'est une première. Nous sommes dans une expérimentation et d'ailleurs c'est bien noté dans l'arrêté interpréfectoral qui a été signé. En l'absence justement d'études à ce jour, ça va être l'occasion d'en faire une. Mais nous ne sommes pas les cobayes. Alors Marie Darzac, la suspension du tribunal de Bâle, c'est de 4 mois maximum. Oui. Voilà, maximum. Quelle suite, vous, de votre côté, pour votre combat? Tout ça n'est pas terminé. C'est une première victoire, vous nous l'avez dit, mais ce n'est pas terminé. Non, c'est absolument pas terminé. De toute façon, nous souhaitons que le tracé alternatif le moins impactant, donc le long de l'autoroute, soit étudié et nous ne lâcherons pas de ce côté-là. Nous avons donc attaqué, bien sûr, l'autorisation environnementale qui a été octroyée puisqu'elle est totalement illégale, puisque pour obtenir cette autorisation environnementale, le porteur de projet, donc RTE, aurait dû étudier une solution alternative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner une autorisation de détruire des espèces protégées s'il existe une autre solution qui va les protéger. Est-ce que vous allez employer des moyens, notamment par exemple, je ne sais pas, créer une ZAD par exemple?
Alors, nous, en ce qui nous concerne, je dirais que l'association est toujours restée dans les clous. Nous avons toujours respecté la loi, même si nous sommes taxés d'écoterrorisme. J'ai envie de dire que si tous les terroristes appliquaient la loi, qu'ils la respectaient comme nous le faisons, ça se saurait. Donc, ce n'est pas nous qui allons créer une ZAD. Maintenant, vous comprenez bien qu'il y a, bien sûr, d'autres C'est une possibilité. mouvances. Il y a d'autres mouvances qui l'envisagent très très sérieusement parce que là on est dans un projet qui n'est absolument pas respectueux des règles que l'État nous impose. Si ce projet avait été porté par une entreprise privée, il n'aurait jamais obtenu les autorisations. Pourquoi est-ce que l'État s'octroie le droit de bafouer totalement les règles environnementales qu'il met en place? Moi, c'est la question que je pose. RTE qui vous le dites, ne souhaite pas communiquer avec vous, on leur lance un appel tout simplement. Si un responsable d'RTE souhaite venir sur le plateau de Sud Radio et échanger avec les membres du collectif comme vous, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Merci beaucoup Marie Darzac d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc présidente de l'association Landes Aquitaine Environnement et membre de ce collectif Stop THT 40. On revient dans un instant, Maxime, avec la question du reboisement après les incendies, le retour des incendies en France. Forcément, il faut se poser la question. 4000 hectares sont partis en fumée pour cette année, 66 000 il y a 2 ans. Que fait-on après un incendie qui brûle parfois des dizaines de milliers d'hectares? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et il est midi 20, bon appétit si vous êtes à table. Les débats de l'été se poursuivent avec vous, Maxime Trouleau, et vous, 0826 300 300, n'hésitez pas, vous voulez réagir aux sujets qui font débat dans cette émission. Vous nous appelez, Manu vous attend au standard 0826 300 300. Vous connaissez le numéro, le retour, Maxime, des incendies en France. Encore une journée à risque dans le sud du pays aujourd'hui. Mais que se passe-t-il après les incendies, après ces incendies qui brûlent plusieurs dizaines de centaines, voire de milliers d'hectares? Oui, on se pose la question ce midi alors que Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, a annoncé que 4000 hectares sont partis en fumée depuis le 1er janvier contre 12 000 en 2023 sur la même période. Alors qu'en 2022, c'était une année malheureusement record. 66 000 hectares étaient partis en fumée, dont 30 000 en Aquitaine. On se souvient de cet incendie terrible du côté de la Thèse de Bûche. Alexandre Gobin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes justement référent de la défense des forêts contre les incendies en Aquitaine, du côté du Centre national de la propriété forestière en Nouvelle-Aquitaine. On en est où du reboisement en Nouvelle-Aquitaine après cet incendie monstrueux qui s'est déroulé il y a maintenant 2 ans, notamment du côté de la Thèse de Bûche? Alors là, je vais juste faire un petit topo sur le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. On est un établissement public, au niveau national, chargé du développement de la gestion durable des forêts privées. On intervient au niveau national sur environ 12 millions d'hectares de forêt, auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. On est référencé en délégation régionale. Donc avec des interlocuteurs proches des propriétaires forestiers, et depuis 2023 un réseau de DFCI qui se développe au sein de l'établissement avec un référent par région que je représente aujourd'hui pour développer cette thématique et appuyer justement les propriétaires forestiers privés à la fois dans la prévention et à la fois dans l'après, donc ce qu'on va discuter par la suite. Précision importante de votre part, Alexandre Gobin, merci. Alors justement, pour reprendre sur la question que je vous posais tout à l'heure, on est 2 ans après, cet incendie gigantesque qui a touché la Gironde. Aujourd'hui, le reboisement avance. On en est où? Ça prend du temps. C'est ça. Il y a eu plusieurs incendies. On parle de la Teste, mais on a aussi l'incendie de l'Andiras qui était plus important. C'est vrai. Dans un premier lieu, ça prend du temps, et surtout le maître mot qu'on applique, c'est de ne pas se précipiter après incendie, de prendre le temps pour la reconstitution pour plusieurs points. Déjà après incendie, vous avez des risques sanitaires qui sont quand même importants. Le fait qu'on ait ces surfaces de détruites, on a des insectes ravageurs qui s'attaquent à la forêt, les scolites ou encore les ilopes, qui peuvent nuire au reboisement ou aux travaux qui peuvent être faits derrière. Donc il faut prendre le temps de bien exploiter les bois qui ont été incendiés, voir ce qu'il est possible de conserver, et derrière engager donc des travaux de reboisement.
ou de régénération naturelle quand c'est possible et quand on a des peuplements qui voudraient repartir naturellement, mais sinon de manière artificielle engager des travaux de reboisement. Donc les travaux sur les grands incendies de Gironde, là depuis 2 ans, donc normalement vont être opérés. Certains ont déjà commencé. L'exploitation des bois, pour l'exemple de l'Andiras, c'est terminé, est pratiquement terminé, hormis quelques petites surfaces. Et les travaux donc ont débuté et vont bien s'accentuer pour renouveler tous ces peuplements-là. Justement, Alexandre Gobin, est-ce qu'on replante exactement le même type d'arbre ou on essaye de changer, peut-être d'apprendre des leçons de ces incendies, peut-être planter une flore peut-être moins inflammable? Alors là-dessus, il y a un gros sujet qui correspond, comme vous le dites, au niveau des essences, du choix des essences de reboisement. Là, il y a 2 sujets là-dedans. Il y a à la fois les essences de reboisement et l'aménagement de la forêt. Le même mot là-dedans, le choix des essences, c'est une essence adaptée à la station forestière. Pourquoi ? On a plusieurs doctrines, et notamment une qui dit qu'il vaut mieux un résineux qui pousse bien qu'un feuillu qui va mal pousser, qui va être sujet à des problèmes sanitaires et qui va amener des problématiques en termes de prévention des risques incendies, notamment avec des étagements de végétation. Donc des arbres qui vont bien pousser vont toujours mieux se développer, être plus résilients, être plus aptes à subir des aléas et bien se développer. Donc le maître mot, c'est une essence adaptée. De la manière la plus intéressante possible, en essayant de mélanger ces essences-là, toujours en fonction de la station forestière, qui va être l'élément prédominant, de manière à ce que derrière on ait des peuplements qui soient plus résilients et qui aient moins de problèmes sanitaires. La deuxième chose, allez-y, oui. Allez-y, je vous en prie. La deuxième chose, c'est pendant ces travaux de reboisement, c'est d'aménager sa forêt, alors dans la mesure de la surface que possède le propriétaire, mais de prendre des mesures d'aménagement, c'est-à-dire, par exemple, de cloisonner un petit peu sa propriété ou ses parcelles, de manière à avoir des zones qui soient faciles derrière à protéger. On a des exemples avec de garder des distances de sécurité par rapport aux infrastructures, donc ne pas reboiser trop proche des axes de DFCI, par exemple, donc des pistes, par exemple, de manière à favoriser à la fois la défendabilité de la forêt et éviter qu'il y ait des possibilités de départ de feu sur ces zones-là qui sont potentiellement utilisées par le public. Et tout un tas après d'actions forestières de prévention, comme le débroussaillement des jeunes peuplements pour limiter la masse combustible. On a des jeunes peuplements qui, mis en lumière, vont développer notamment la fougère, par exemple, qui peut être très inflammable à certaines périodes de l'année. Donc bien entretenir ces jeunes peuplements-là pour diminuer en fait les masses combustibles à l'intérieur des peuplements. Alors on parle beaucoup de la forêt, heureusement aussi autrement que par les incendies. Moi j'ai envie de vous poser une question, notamment sur ce qu'on a lu dernièrement malheureusement sur nos forêts qui semblent s'épuiser. Il y a une étude qui a révélé d'ailleurs qu'en 10 ans nos forêts ont absorbé 1/3 de CO2 en moins. Est-ce que c'est vrai et pourquoi, Alexandre Gobin ? Oui, alors en fait, dans ces grandes lignes, bon là on dépasse le cadre purement des incendies, oui. Mais en fait, dans les grandes lignes, on a une évolution climatique avec un réchauffement climatique, avec des émissions de CO2 qui étaient de plus en plus importantes au fil du temps. La forêt était en capacité de stocker et d'assimiler en fait ce carbone. Avec le temps et ces évolutions climatiques, sanitairement ça devient plus compliqué pour elle se développe moins bien et donc en proportion elle stocke moins de carbone qu'avant. D'où le résultat de cette étude-là. Et est-ce que le fait de replanter, ça peut faire améliorer les choses ? Alors dans tous les cas, oui, tous les peuplements qui vont être reboisés vont stocker sur le long terme du carbone en se développant par la photosynthèse. Là encore, l'adaptation à la station par rapport au choix des essences qu'on va faire est importante, puisque plus le peuplement va se développer entre guillemets rapidement et de bonne manière, plus il va être apte à capter justement ce carbone. Et réussir à encadrer tout cela, Alexandre Gobin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, référent donc Aquitaine du CNPF, le Centre National de la Propriété Forestière. Merci à vous, Sud Radio. Il est 12h28. Maxime, on poursuit les débats de l'été. Le week-end du 15 août est passé. Oui, on va faire les Jeux Olympiques aussi. Ce serait pas l'heure d'un petit premier bilan tourisme? Oui, on va voir ça dans un instant avec Didier Arino, le directeur général de Pro Tourisme. Après une bonne année 2023, est-ce qu'on va vivre une belle année 2024? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Ben oui, avec Maxime Trouleau, les débats de l'été qui portent bien leur nom, puisqu'on parle de l'été. Certains ont peut-être pu profiter des vacances. C'est peut-être votre cas. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être encore en vacances. Petit Vénard, petit chanceux. Bon, en tout cas, c'est l'heure de faire un petit point sur le tourisme en France, Maxime, après les Jeux Olympiques et puis aussi le week-end, grand week-end du 15 août qu'on a passé. Après une bonne année 2023, un grand succès pour l'année dernière, près de 100 millions d'arrivées pour plus de 63 milliards d'euros de recettes en 2023, donc des chiffres d'ailleurs dopés notamment par la Coupe du Monde de rugby. Bonjour Didier Arinaud. Oui, bonjour. Et bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes directeur général de ProTourisme. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan là en termes de tourisme, de l'impact des Jeux Olympiques? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, les Jeux Olympiques ont bien fonctionné pendant la période des JO, c'est-à-dire grosso modo à partir de la dernière décade du mois de juillet jusqu'au 10 août, donc c'est quand même une période relativement courte, mais les semaines précédentes avaient été en baisse, notamment pour Paris, en termes de fréquentation, mais au-delà de la fréquentation pendant les JO, on sait très bien qu'il y avait un pic de fréquentation à ce moment-là, mais il y a aussi une partie de la clientèle qui n'est pas venue en amont, parce que les JO ont dissuadé la clientèle habituelle de venir, mais au-delà de ça, le plus important, c'était que ça donne une formidable image de la destination France partout dans le monde. C'est une campagne de promotion extraordinaire. C'est une capitale image, quoi, pour la suite, qui est important. D'une certaine manière. Avec des monuments historiques qui ont été valorisés au travers de ces épreuves sportives, avec un accueil fabuleux, avec une très belle organisation. Mais je crois que l'autre aspect aussi de ces JO, c'est que ça a redonné le moral aux Français, que ça nous a permis de nous retrouver. Et puis, vous avez vu comment on vit mieux pendant 20 jours, sans parler trop de politique et en parlant de sport, de réussite, de partage, de bonheur, de bien-être. Comme quoi, faudrait peut-être faire un peu moins de politique politicienne et parler un petit peu plus des choses qui vont bien. Eh ben c'est le cas. On en parle, Didier Arinaud. Vous avez parlé quand même d'un creux de la vague avant ces Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas un été un peu sacrifié pour les professionnels du tourisme? Je sais pas s'il y a un creux de la vague aussi après les JO pour eux. Alors bon, d'abord il y a tous ceux qui sont moyennement concernés par les JO. C'est l'ensemble des destinations qui n'accueillaient pas les épreuves. Mais il est clair que cette année, le mois de juillet est extrêmement compliqué, avec une baisse d'environ 6% des nuitées marchandes, une baisse de la consommation touristique à 2 chiffres, même plus important dans certains territoires ou dans certaines stations. Ces vacances d'été ont commencé beaucoup plus tardivement, du fait des élections, du fait du mauvais temps, du fait des Jeux Olympiques. Et puis aussi, ce que l'on constate, c'est des Français qui ont un pouvoir d'achat plus faible cette année, avec 1,3 million de nos concitoyens qui ont renoncé à partir dans un hébergement payant. Et l'essentiel d'ailleurs de la baisse s'est faite sur le mois de juillet. En revanche, pour ce mois d'août, les choses sont tout à fait positives, avec des taux d'occupation qui sont remarquables, notamment cette semaine qui vient de se terminer. Et puis ça se prolonge puisqu'il y a de très belles réservations pour la semaine prochaine, pour la dernière semaine du mois d'août, et des réservations plutôt encourageantes pour le mois de septembre. Ça ne sera pas un grand cru estival pour le tourisme français, ça c'est clair, mais ça ne sera pas non plus la catastrophe, en tout cas pour la plupart des acteurs touristiques, à l'exception peut-être quand même... On a perdu Didier Arinaud, qu'on a retrouvé. On n'a pas entendu le dernier mot que vous prononciez, Didier Arinaud. Votre conclusion. Oui, c'est pour les restaurateurs que c'est beaucoup plus compliqué cette année, et les sites de visite qui ont subi une certaine désaffection et surtout des arbitrages d'achat extrêmement forts de la part de nos concitoyens qui, rappelons-le, sont 34% à avoir un budget en baisse. Le budget global des vacances étant en chute de 6%, ils sont obligés de faire des arbitrages forts. Mais globalement, on a retrouvé le moral. Les réservations s'accélèrent pour ce mois d'août, cette fin du mois d'août. Donc le beau temps est revenu. Donc on peut espérer une belle fin de saison touristique. C'est à la fin septembre qu'on pourra faire un bilan définitif. Et à n'en pas douter, il sera un peu meilleur
que ce que l'on pouvait craindre à la fin juillet. Un peu meilleur, même si on parlait notamment pour les Jeux Olympiques d'un pic, on parlait du pic de fréquentation notamment pendant la quinzaine de 13 millions de touristes en région parisienne. Finalement, on en est loin, on l'a vu notamment dans les transports en commun du côté de Paris. Tout s'est plutôt bien passé parce que on a l'impression qu'on a été très très loin de l'afflux touristique qui a été annoncé quelques semaines avant. De toute façon, ça a été une très grosse erreur de communication. Ça fait des mois. D'abord, ça a poussé, en annonçant ces 15 millions, bon nombre d'hôteliers ou de particuliers à mettre en marché à des prix prohibitifs leur hébergement. On confond tout, on confond les visiteurs et les touristes. Il y a eu moins de 2 millions de touristes. Je crois qu'on est à 1,2 million. Donc, vous voyez, de touristes étrangers, on est très loin des 15 millions annoncés. Et on confond avec les visiteurs. Les visiteurs, ce sont aussi les Franciliens, les Parisiens, ceux qui viennent voir les épreuves à la journée, le court séjour des Français, et pas ces 15 millions qui étaient complètement absurdes et qui, au final, ont dissuadé un certain nombre de visiteurs habituels de venir à Paris. D'ailleurs, certains le regrettent, notamment les Français. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que depuis cette belle image des JO, on a une accélération des réservations vers Paris, y compris des Français qui décident d'aller voir ces sites qu'ils ont vus à la télé, avant d'ailleurs la deuxième vague de ces JO avec les Jeux paralympiques. Mais il est vrai qu'à l'issue des épreuves, là, on est tombé à des taux d'occupation d'environ 50, 55, 60% à Paris. Donc on est loin des chiffres pendant la période des JO. On était à 80, 85% de taux d'occupation des hébergements. Est-ce que ces Jeux Olympiques... Et là, il y avait aussi une baisse de 15%. Un petit problème de connexion. On a du mal de temps en temps. La ligne coupe un petit peu, Didier Arinaud. Si vous pouvez, juste vous décaler un tout petit peu sans prendre de risque, bien sûr, si c'est possible, mon cher Didier Arinaud, mais qu'on puisse vous entendre pleinement. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Didier Arinaud? Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, oui. Maxime. Oui. Les grands vainqueurs de ces JO, ça a été les villes qui n'ont pas l'habitude d'avoir une très très forte fréquentation touristique à cette période de l'année, et notamment Lille, la métropole lilloise. Les retombées sont tout à fait exceptionnelles. L'organisation a été fabuleuse, les gens du Nord savent accueillir, donc ça a été véritablement un tel engouement, et ce sont eux les principales, les villes qui ont le plus bénéficié de ces Jeux Olympiques, puisque habituellement à Paris il y a déjà une très forte fréquentation à cette période de l'année. Pour le reste du territoire, ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont accueilli des clientèles étrangères sans forcément avoir de lien avec les JO. Pour ceux qui dépendaient des clientèles franco-françaises, ça a été beaucoup plus compliqué. Est-ce que du coup, on a beaucoup parlé des Parisiens qui fuyaient la capitale, est-ce que ça a changé ces Jeux Olympiques, les habitudes des Français en général? Est-ce que ça les a par exemple incités à partir à l'étranger malgré un budget, vous le disiez Didier Arinaud, un peu en berne? Il y a un peu plus de Français qui sont partis à l'étranger. Il y en a 500 000 de plus cette année. Ça n'est pas neutre. Il y aura 10 millions de nos concitoyens qui prendront le chemin des destinations étrangères cette année. Il y a eu effectivement beaucoup plus de Franciliens, puisque 40% des partants en vacances des Franciliens se sont faits vers les destinations étrangères, avec le développement des low cost. Et ça a été au détriment de l'hébergement marchand en France. Et quand on dit que les destinations étrangères sont moins chères, ce que l'on peut constater, c'est que le budget de ceux qui partent à l'étranger est beaucoup plus élevé que ceux qui restent dans l'Hexagone, puisqu'il est pour une famille de 4 personnes en moyenne de 3 700 €. Donc c'est quand même un chiffre tout à fait conséquent. On a des offres tout à fait attractives dans notre pays. On peut partir en vacances avec un excellent rapport qualité-prix à condition de sortir des grandes destinations déjà très fréquentées. Comment s'est passé, Didier Arinaud, le pont du 15 août finalement qui arrive après les Jeux Olympiques, avant les Paralympiques? Est-ce que cette période finalement a permis à des Français de partir en vacances peut-être avec un budget moindre, puisque c'est une période peut-être un peu moins chère, et puis un peu moins de temps, puisque c'était que 4 ou 5 jours? Alors bon, d'abord le 15 août c'est quand même la période la plus chère, donc okay. On est vraiment au pic des tarifs en matière de tourisme.
En revanche, la semaine qui vient, elle sera une semaine beaucoup moins chère, et c'est pour ça qu'il y a aussi une accélération des réservations sur cette semaine. Il y a aussi tous ceux qui ont travaillé pendant les Jeux Olympiques et qui partiront un peu plus tardivement. C'est déjà le cas pour certains, et ça c'est une bonne chose. On n'a jamais eu d'ailleurs autant d'étalement de la fréquentation touristique que ces dernières années, et pourtant, vous avez vu, on entend tous ces sujets un peu bidons sur le surtourisme, alors que ce dont souffre notre pays, c'est plutôt de sous-tourisme d'un 90% de nos territoires et 95% de l'année. Donc c'est pas parce qu'il y a un pic de fréquentation que on doit parler de surtourisme, même si ces sujets sont visiblement très médiatiques. Bah voilà, transition parfaite, Didier Reynaud, parce que j'allais justement vous en parler du surtourisme, parce que c'est un mot que l'on retrouve de plus en plus. On a des exemples à Marseille, par exemple, des listes d'attente, des quotas de réservation sont mis en place pour accéder à certaines calanques. La maire de Saint-Tropez a même lancé un appel, ne venez plus l'été, a-t-elle dit. Donc c'est quoi le surtourisme finalement n'existe pas pour vous, Didier Reynaud? Ah si, le surtourisme existe, comme les poissons volants existent. Hein, le surtourisme est au tourisme ce que les poissons volants sont aux poissons. Ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. On en parle, c'est spectaculaire, mais c'est sur une période extrêmement courte. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la maire de Saint-Tropez a raison. Il faut faire en sorte de favoriser l'étalement de la saison. Il faut peut-être pas communiquer uniquement sur juillet-août, mais vous savez, dans 98% de nos territoires, la fréquentation a été fortement en baisse au mois de juillet. On est quand même en plein été, donc c'est assez logique. Il se trouve que, voyez-vous, que les gens ils sont en vacances en juillet-août. Il se trouve que le pont du 15 août, historiquement, c'est un pont où il y a une très forte fréquentation. Donc il ne faut pas confondre pic de fréquentation et surtourisme. Le surtourisme, c'est quand les milieux ne sont plus en capacité de se régénérer ou lorsqu'il y a un rejet des populations locales. Alors ça existe dans d'autres pays, ça existe en Espagne, ça existe à Dubrovnik. Dans notre pays, on peut pas dire qu'on est du surtourisme sur une grande partie du territoire. Et puis ceux qui en parlent d'ailleurs souvent sont ceux qui vont dans les endroits les plus prisés, donc qu'ils aillent dans les Hauts-de-Vosges, qu'ils aillent sur le territoire de Belfort, qu'ils aillent en Provence-Occitane, qu'ils aillent dans les Corbières, et ils verront qu'il n'y a pas de surtourisme, au contraire, qu'ils pourront passer d'extraordinaires vacances avec un très bon rapport qualité-prix et sans subir la foule. Mais il y a aussi derrière ce mot surtourisme un mépris de classe. On confond un tourisme de volume, un tourisme populaire et un surtourisme. Vous savez, on a créé des stations justement pour qu'elles soient en capacité d'accueillir un grand nombre de personnes. C'est le plan Racine, hein, c'est à la Grande Motte, c'est le Gros du Roi, c'est Gruissant. Ces stations, elles ont été justement conçues pour accueillir un grand nombre de personnes à un instant T. Quand on a des concerts, on montre jamais les images en disant oh voilà, quelle surfréquentation touristique, quel impact pour l'environnement. Donc ces sujets sont à traiter avec beaucoup de sérieux, et dans bien des cas, c'est vraiment le sujet facile, il suffit de montrer une image, mais moi je ne vois jamais d'image à la télé qui montre le sous-tourisme sur nos territoires. Et sans le complément de l'activité touristique, on aurait des déserts sur bon nombre de nos territoires qui sont déjà bien délaissés par la République, et ensuite il ne faut pas s'étonner que les gens votent extrême ou se sentent délaissés, parce que le complément de l'activité touristique, c'est ce qui permet aux bouchers, aux boulangers, aux pharmaciens de pouvoir tenir dans nos territoires, dans bon nombre de nos territoires, et notamment dans les territoires de la ruralité, dans les territoires de montagne et dans les territoires balnéaires. De plus, il y a une volonté, et c'est plutôt bien réussi, de réguler les flux. On l'a vu pour les calanques de Marseille, on l'a vu pour Porquerolles. Ouais. Les acteurs sont pas stupides, les élus prennent quand même des décisions plutôt intelligente dans bien des cas. Il y en a d'autres un peu moins, effectivement, mais on sait gérer ces flux. Il faut juste revoir le modèle et permettre d'avoir un tourisme de qualité et attractif tout au long de l'année, en évitant autant que faire se peut d'envoyer les touristes toujours vers les mêmes lieux surfréquentés. D'ailleurs, c'est pas très intéressant d'être dans des lieux surfréquentés. Donc, je crois que chacun peut comprendre que il est plus intéressant d'aller vers des destinations un peu moins fréquentées. Ça étale les flux, ça permet d'avoir des retombées économiques, sociales pour nos territoires. Et heureusement que nous avons l'activité touristique dans notre pays, parce que vous annonciez au départ 63 milliards d'euros de retombées. Oui, mais on fait cocorico avec nos 100 millions de touristes. Est-ce qu'on en a vraiment 100 millions? J'en doute.
la réalité, c'est que le retour pour l'Espagne, c'est 92 milliards. Donc, vous voyez, nous, on annonce 63, 92 milliards. Ils sont quand même bien plus performants que nous dans l'impact économique et social du tourisme. En tout cas, profitons-en, la France est belle, il y a plein d'endroits forcément à visiter, puis aussi c'est plus reposant parfois d'avoir un peu moins de monde, on en profite. Merci beaucoup Didier. Et oui, il faut partir en vacances, faut en profiter, oui, faut découvrir nos produits quand de terroir, on le peut, quand on a la chance. Exactement, vous avez bien raison Didier Arino. Il faut soutenir notre filière vitivinicole qui en a besoin dans des très belles destinations où on peut déguster de belles choses, des produits du terroir, faire des visites, avoir de formidables balades. C'est vraiment, on a un très très beau pays et une grande diversité. Et une grande diversité. Didier Arino, directeur général de ProTourisme, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 12h46, on est encore ensemble pour une quinzaine de minutes. Oui. Mon cher Maxime, dans un instant, notre rendez-vous quotidien, on parle des Jeux Paralympiques J-8. Oui, avec notre consultant Anthony Martin-Smith qui nous a rejoint en studio. On va parler des Jeux Paralympiques, notamment de la genèse des Paralympiques, depuis quand ça existe, et puis on parlera de l'athlétisme avec des chiffres, vous allez voir, assez étonnants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. 12h50 sur Sud Radio, J-8, donc avant les Jeux Paralympiques. Pour en parler, on retrouve notre consultant, Anthony Martin-Smith. Bonjour Anthony. Bonjour. Et merci d'être avec nous tout au long de cette semaine sur Sud Radio, entrepreneur judoka paralympique, déficience visuelle et double médaillé au championnat du monde. Oui, alors qu'hier on a commencé à parler de ces Paralympiques, Benjamin, on essaie de comprendre comment améliorer l'engouement. On va parler notamment justement de ces derniers chiffres qui sont tombés, on va parler un petit peu de sécurité, d'objectifs de médailles, et puis on parlera un petit peu de l'histoire aussi de ces Paralympiques. Oui, l'actualité finalement c'est cette conférence de presse, Anthony, conférence de presse de Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra, et puis Tony Estanguet. Plusieurs choses qui sont ressorties ce matin de cette conférence de presse. Le dispositif policier d'abord, 25 000 forces de l'ordre mobilisées durant ces Jeux Paralympiques. Ils étaient 45 000 lors des Jeux Olympiques. Et puis, chiffre intéressant, important, on fait le point sur la billetterie. Tony Estanguet qui dit que 1,7 million de billets ont été vendus depuis le début des JO. On parle là de 3 millions, je crois, au total de billets pour les Jeux Paralympiques, c'est ça? Ouais, 3 millions de places disponibles. 1,7 million, Maxime, hier, vous disiez 1,4. On va peut-être gagner 300 000 pendant la nuit, espérons. En tout cas, ce que ça dit, c'est que il y a une mobilisation, ça se mobilise doucement. On espère que ça va encore grandir. On est à 8 jours, J-8 de la cérémonie d'ouverture, donc tout est encore possible. Et puis, on peut encore acheter des places pendant les Jeux. Est-ce qu'il y avait un objectif de chiffre de vente de billets avant de parler des chiffres de médailles? Un chiffre qui pourrait satisfaire un peu tout le monde, peut-être 2 millions? À Londres, on était sold out. Ouais. Donc, je pense que l'objectif, c'est 3 millions. Bon, écoutez, on verra ça. Un échec autrement. Ouais, on verra ça jusqu'au 28 août. Et puis on le sait, il y a aussi des billets qui se vendent lors des épreuves et lors de la quinzaine. Oui, Benjamin, vous disiez aussi 25 000 policiers, dispositifs de sécurité considérables, 45 000 pendant les Jeux Olympiques. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on va être dans une période un peu complexe à gérer, puisqu'on va être sur les retours de vacances scolaires, on va être à la rentrée, l'usage des transports en commun, des trafics saturés. Là, c'est vrai que cette conférence de presse, elle a encore laissé quelques questions en suspens, de mon point de vue. Sur la question des aménagements notamment et de la facilité pour... Oui, et puis pour ceux qui vont aller travailler, etc. Quelles vont être les réactions des entreprises? Est-ce que justement ce sera peut-être l'occasion de mobiliser plus de gens à aller voir les Jeux? On va scruter ça. Avant de parler de l'histoire des Jeux Paralympiques, peut-être parlons médailles, classement. Est-ce que la France s'est fixé des objectifs pour ces Jeux Paralympiques? Oui, on en parlait hier, mais il y a du nouveau, c'est ça? Exactement. Hier, je vous disais qu'à ma connaissance, il n'y en avait pas. Eh bien, si, il y en a un, 8. Enfin, en tout cas, on veut être dans les 8e. Dans le top 8, Dans le top 8, Alors qu'on était 14e, c'est ça? On était 14e à Tokyo. Et là, il y a un objectif de 20 médailles d'or. Ça serait plutôt pas mal. Atteignable? Bon, je pense. Bon, voilà. On verra ça. Léon Marchand en a eu 4. Je pense qu'avec un support public sur place, etc., ça peut donner des ailes à quelques athlètes. Ouais. On verra ça, effectivement. Donc, je rappelle d'ailleurs les dates. 28 août, 9 septembre. Alors, les Jeux Paralympiques.
Quand sont-ils nés? On sait que les Jeux olympiques de l'ère moderne, en tout cas, datent de 1896. Qu'en est-il des premiers Jeux paralympiques, mon cher Anthony? En réalité, c'est assez récent. Ça date de 1948. Un médecin, Ludwig Guttmann, alors qu'il s'occupait de blessés de guerre, des militaires atteints à la moelle épinière, a décidé, pour les stimuler, les occuper et puis améliorer leur rééducation, d'organiser des Jeux à Stockmanville, là où ils étaient installés. Et puis ensuite, les Jeux ont perduré, essayant de s'aligner sur le calendrier des Jeux Olympiques pour attirer plus de presse, plus de communication autour de cela. Et puis en 1960, c'est là où réellement les Jeux paralympiques sont nés, avec 400 athlètes participants pour 23 nations participantes. Et en 1976, c'est là où les Jeux s'ouvrent vraiment à d'autres handicaps, parce qu'au départ c'était que handicap moteur, donc la déficience visuelle notamment fait son entrée. Et en 1988, c'est à Séoul que les Jeux paralympiques réellement ont lieu dans la même ville que les Jeux olympiques, et ça deviendra la norme depuis. Et en 2001, le CIO, Comité international olympique, et l'IPC, le Comité international paralympique, s'entendent et signent un accord historique qui dit que les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques auront lieu systématiquement dans la même ville, à 2 semaines d'écart, et autant que possible sur les mêmes installations. Oui, essayer de professionnaliser tout ça, on en parlait hier, un peu plus d'engouement. Comment tout ça a évolué? Il y avait combien de sports au début? Combien se sont ajoutés au fur et à mesure des Jeux paralympiques? J'imagine qu'au début c'était les balbutiements des Jeux paralympiques, ou mine de rien quand même, il y avait déjà quand même des fédérations assez fortes. Le premier sport en tout cas qui a été pratiqué sur ces Jeux de Stockmanville en 1948, c'était le tir à l'arc. D'accord. Et puis aujourd'hui, on en est à 22 sports, 23 disciplines, parce qu'en cyclisme, il y a 2 disciplines. Et voilà, c'est vrai qu'on a des nations très fortes. Les États-Unis, je le disais hier, la Chine, le Japon, la Russie, en tout cas quand elle avait le droit de concourir sous sa propre bannière. Et puis les pays de l'Est ont des équipes assez intéressantes. Je prends par exemple l'exemple du rugby. En rugby fauteuil, la France est 6e nation mondiale. Le Brésil est nation numéro 1 sur le CC Foot. Donc tout ça fait que de 1948 à aujourd'hui, le niveau n'a cessé d'augmenter, de se professionnaliser aussi. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les athlètes que l'on va aller voir pendant les Jeux paralympiques sont des athlètes qui, comme moi, s'entraînent tous les jours, à raison de plusieurs fois, avec un encadrement professionnel, et dont pour la plupart c'est le métier, même si ils ont du mal à en vivre, mais finalement comme les athlètes valident. Athlète judoka paralympique, racontez-nous un petit peu, ça a été quoi votre vécu à vous par rapport à ces Jeux paralympiques, par rapport à ces championnats du monde aussi? Alors moi, les Jeux paralympiques, ça fait 2 ans que j'espère les faire et que je les prépare. Malheureusement, blessé, je n'ai pas pu satisfaire tous les critères de sélection. Ça reste un objectif en tout cas. Ça reste un objectif pour 2028 nécessairement. Quand on a goûté compétition internationale, on a envie évidemment d'aller monter sur cette plus haute marche. On a envie de vivre ces Jeux parce que c'est une ambiance extraordinaire. Et puis surtout, en fait, on dit que ce sont beaucoup d'individualités. En réalité, c'est un groupe. Et ce qui est le plus intéressant à vivre, c'est la vie en groupe, la vie en équipe de France. Et puis savoir qu'il y a votre pays qui vous porte derrière, ça vous met un boost monstrueux. On aura l'occasion sur les prochains jours de revenir sur ces sports les uns après les autres. Demain on parlera de l'athlétisme, Maxime Trouleau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces Jeux paralympiques concernant l'athlétisme. Vous serez avec nous, bien sûr. Bien sûr. Fidèle au poste, bien sûr, dans ce studio de Sud Radio. Merci beaucoup, Anthony Martin-Smith, consultant donc Sud Radio pour ces Jeux paralympiques. On vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, dans un instant, c'est Jacques Pessis que vous allez retrouver, mon cher Maxime, c'est cela? Qui recevait l'animateur et acteur Jean-Luc Reichmann. Passez une très belle journée avec Sud Radio et on vous dit à demain à partir de 10h pour le 10h-13h, les débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.